Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Toi, quand tu vas à Hillsonic, là, est-ce que tu apportes un sac transparent? Écoute, moi, je suis jamais allé à Hillsonic, mais si j'y allais, ça me mettrait en beau tas de devoir faire ça. La genre de folie totalitaire, sécuritaire, de toujours vouloir plus de sécurité partout, ça me tape sur les nerfs, Francis. Moi, par exemple, fumer sur une terrasse, je ne comprends pas pourquoi on interdit ça. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, mais soyez plus tough. Si vous allez en Europe, ça va. Non, mais c'est pas ça, c'est ce que ça symbolise. On dirait qu'on veut toujours enlever le risque de toutes les parties de notre vie. Les enfants, on les élève dans des bulles, dans des bulles de protection. Ils arrivent à l'âge adulte, ils sont super craintifs, super anxieux, plein d'affaires. Puis là, ça donne la génération d'enfants qu'on connaît qui vont à l'université, ils se font exposer à une idée qu'ils n'aiment pas, puis là, ça se met à brailler. Il y a un moment aussi, on recommençait à accepter que le risque fait partie de la vie humaine, puis c'est normal de se casser un bras, c'est normal de se faire mal. Le risque, c'est de se faire shooter dans un concert, c'est d'avoir une arme blanche. Il y a eu combien d'incidents à l'arme blanche ou à l'arme à feu dans un festival au Québec? Et puis, une autre affaire, ça. Tu sais, on a eu la folie, je pense, à la fin de l'hiver, sur les boissons énergisantes chez les jeunes. Oui. Là, il fallait interdire ça aux 16 ans et moins. Puis on a passé une loi là-dessus. Mais genre de grande folie collective, d'ambition sécuritaire, qu'il y a eu une overdose, ou peut-être, ça se comptait sur les doigts d'une main. OK, je veux bien, mais un mort... Non, mais ça, c'est notre affaire. On a un rapport aux morts qui est particulier aussi, où on n'accepte plus qu'il peut y exister des risques tolérables et que des morts, ça arrive. Hein. Des gens meurent dans la vie, je t'essaie de l'apprendre aux auditeurs. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que... Je me semble que c'est 80 000 Québécois par année meurent. Bon, voilà. Bon, mais je pense qu'on est habitué à la chose. Il ne faut pas faire une loi pour chacun, fort heureusement. Oui, il faut dire que dans le dossier, c'était un enfant, mais il y avait une condition particulière. Non, mais c'était un enfant qui prenait des médicaments. Voilà. Peu importe. Bon, voilà. C'est pas de ça qu'on voulait parler. Tu voulais réagir. Mais bon, moi, je voulais t'entendre un peu sur cet article qui m'a comme beaucoup interpellé. Je te l'ai partagé, un article dans le National Post qui dit qu'en fait, parce qu'on a beaucoup critiqué là, les conservateurs, puis il y a une espèce de chicane à l'interne. Là, genre, on en a parlé il y a quelques semaines. Andrew Coyne, puis Jason Kenney. Puis là, c'est la chicane. Puis t'as un peu la gang pro-Poilievre, contre Poilievre. Les gens un peu plus populistes, le Trucker Convoy anti-vax, puis la gang un peu plus classique. Ça, c'est l'interprétation Gosselin. Non, mais je veux dire, il y a comme un schisme dans le mouvement conservateur. Après, tu mets la ligne de démarcation, tu veux, mais qui reproduit en quelque sorte le schisme aux États-Unis. Là. Je veux dire, les républicains sont aux prises avec le républicanisme MAGA, là, un peu, et un républicanisme traditionnel, là, un peu philosophique, un peu hautain, un peu establishment. Et donc, l'article du National Post vient de dire, en fait, tout ceci est normal. On est juste en train, de manière un peu chaotique, de refaire le Parti conservateur de manière à pouvoir gagner les prochaines élections. Est-ce que c'est une interprétation que tu partages? Ce que je partage, c'est le diagnostic, une reconfiguration profonde des mouvements conservateurs en Occident depuis 20-30 ans. En fait, notre gros problème politique aujourd'hui, lorsqu'on tente d'analyser la vie politique, c'est qu'on accole un terme, à savoir conservatisme, conservateur, à des mouvements qui souvent n'ont rien de traditionnellement conservateur. On peut revenir à Poilievre, mais pense à un Trump. Donald Trump n'a pas un projet conservateur, il a un projet révolutionnaire. Typiquement, les conservateurs se soucient des institutions, ils se soucient de l'histoire, ils veulent les préserver certaines choses, consolider... Est-ce qu'on doit se tenir le petit doigt quand on dit la même chose en même temps? Non, mais c'est un vrai enjeu, alors que Trump, par exemple, aux États-Unis, veut détruire des institutions, il veut détruire certaines choses. D'ailleurs, conservateur, il n'y a aucun conservatisme fiscal chez Trump qui est très, très, très à l'aise. Des déficits incroyables. Mais plus que les déficits, qui est à l'aise à utiliser l'État comme outil financier, à prendre possession de parts parfois significatives d'entreprises. Donc, il n'y a rien de conservateur là-dedans au sens philosophique. On a un peu la même chose au Canada. Le problème du Parti conservateur, c'est qu'il y a un chef actuellement, Pierre Poilievre, qui est peut-être plus populiste que typiquement conservateur. Et là, l'ancienne garde de ce parti-là, qui, eux, restent des conservateurs à la Harper, plus soucieux, disons, des déficits, de la loi et l'ordre, de la morale, de choses comme ça, mais ils ne s'y retrouvent plus dans le Parti conservateur. Et donc, on a des frondes internes à tout bout de champ, puis ça se chicane, pas parce que finalement, parce qu'on ne se chicane pas sur la même chose, en fait. On a pris un parti, on l'a détourné du sens qu'il avait originalement, et là, la nouvelle faction lutte contre l'ancienne. Mais ça, c'est normal, mais peut-être qu'on va devoir apprendre à trouver de meilleurs termes pour parler de ces mouvements-là, peut-être plus populistes, disons, populistes de droite. Mais parce que populiste, je ne sais pas si c'est une bonne étiquette, parce qu'il y en a à gauche comme à droite. Là. Je veux dire, tu regardes Mamdani aux États-Unis, qui est plutôt associé avec le socialisme, avec une certaine gauche. Poilievre aussi, je veux dire, c'est du populisme, mais de nature complètement différente. Puis d'ailleurs, tu sais, Pierre Poilievre, il attire beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de la classe ouvrière. Tu sais, il y a quand même un électorat très fort soudé autour du personnage de Poilievre. Tu parlais de Stephen Harper. Pour moi, quand je pense à Harper, c'est pas du tout
la même chose. C'est un banquier, là, tu comprends? C'est un tout à fait d'accord avec économiste. toi C'est là-dessus. pas la même personne du tout. Ouais. C'est pas le même électeur non plus. Non, mais ça, tu as 100% raison. Puis la grosse ironie des dernières années, c'est que vous avez les classes travailleuses, la classe moyenne, notamment aux États-Unis, mais aussi en partie au Canada, se tournent vers des partis qui, traditionnellement, n'avaient pas du tout les intérêts des travailleurs à cœur. C'est quand même ahurissant, Francis, que les pauvres aux États-Unis, genre les personnes blanches moins diplômées, qui correspondent à l'électorat de Trump, que ces gens-là qui en arrachent, puis il faut être capable de dire qui en arrachent, se tournent vers un milliardaire du parti qui, traditionnellement, était contre la redistribution, contre l'intervention de l'État, contre les syndicats, contre tout cet éventail de politiques-là qui, par le passé, leur profitaient. Même chose en France. Hein. C'est pas normal c'est pas normal au sens philosophique, là, mais c'est pas cohérent que désormais les classes laborieuses, les classes populaires, votent pour le Rassemblement national plutôt que le Parti communiste. Si vous êtes un travailleur, mais si vous êtes un travailleur puis vous en arrachez, il me semble que vous allez vers les communistes davantage que sur un autre parti. Ce qui s'est passé, ça a été la grande ruse de tous ces mouvements-là. Finalement, c'est un coup de génie politique. C'est qu'on a réussi à diviser les enjeux. Avant, vous aviez gauche-droite. Maintenant, vous avez gauche-droite, puis vous avez l'échelle culturelle, ou l'échelle, disons, plus autoritaire. Et ce qui s'est produit, c'est que la gauche a perdu sur les enjeux de bataille culturelle. Équité, diversité, inclusion, la transidentité, la migration. Ouais. Et ce que les partis de droite ont fait, ça, c'est exactement comment Trump fonctionne depuis le départ, c'est saisir la bataille culturelle, où là, ils avaient clairement la position majoritaire, où ils n'étaient pas, disons, en décalage avec le gros bon sens, essentiellement. Et puisqu'ils donnent des victoires assez nettes et systématiques à leur électorat sur ces enjeux-là, mais on leur pardonne des politiques économiques qui ne fonctionnent pas nécessairement. Donc, tu vois, et si la gauche, ça, je le dis depuis de nombreuses années, si la gauche était capable d'être moins idéologique, de moins se braquer sur ses petits principes, peut-être que la gauche pourrait retrouver un électorat. Puis tiens, pensons au cas québécois. Le problème de Québec solidaire, là, si Québec solidaire était capable de défendre le français de manière plus forte, d'accepter la laïcité à la québécoise, je suis persuadé que son sort s'améliorerait dans les sondages. C'est drôle, on part d'une conversation sur le Parti conservateur du Canada avec ses troubles intestins, là, un peu de deux clans, là, puis c'est probablement plus compliqué que ça, mais tu nous ramènes à QS qui vit exactement la même chose. Je veux dire, dans une certaine mesure, tu as un populisme d'un côté qui est très attaché à une certaine base, puis tu as la gauche de gouvernement là, de Gabriel Nadeau-Dubois, mais qui a échoué finalement. Là, mais qui a échoué parce que les militants de QS lui ont pas nécessairement laisser l'espace pour réussir. Hein. Mais juste un point sur le populisme. Tu disais populisme de gauche, de droite, c'est normal. Le populisme, c'est un style politique qui consiste essentiellement à opposer un peuple vertueux à une élite corrompue. Bon, ce peuple vertueux-là, ça peut être le peuple de droite, ça peut être le peuple de gauche. Ouais. L'élite, ça peut être les banquiers ou ça peut être les méchants racistes, comme certains diraient. Mais dans tous les cas, c'est une logique, le populisme. C'est pas un contenu idéologique. Donc, bien sûr que ça peut être à gauche ou à droite, selon les positions politiques que vous avez. Et donc, au final, là, si on voulait rendre le Parti conservateur plus fort, on ferait quoi? OK, pour rendre le Parti conservateur plus fort, il faut que les Canadiens oublient la menace américaine, que les enjeux qui motivaient le vote pour Poilievre avant que Trump revienne, l'abordabilité, le coût de la vie, le logement, l'emploi, des enjeux très, très concrets et matériels reviennent à l'avant-scène. Ils ne pourront pas le faire tant que le méchant Donald va être là-bas. Et le jour où ça va arriver, presque naturellement, les électeurs vont se retourner vers le Parti conservateur, ne serait-ce que parce que les libéraux, jusqu'à maintenant, n'ont pas réussi à remplir leurs promesses. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut que Poilievre survive encore 2 ans et demi à la tête de ce parti-là, qui parfois a des apparences d'ingouvernabilité. Je veux dire, ça ne sera pas une mince affaire pour Poilievre d'être encore dans 3 ans. Là, ce ne sera pas une mince affaire. D'abord, il conserve un soutien assez significatif au sein de la base des conservateurs au Canada. C'est long, 3 ans en politique dans l'opposition. Autre affaire importante sur Poilievre, on oublie souvent de le noter, à la dernière élection, il a fait l'un des meilleurs scores à vie du Parti conservateur. Si les Québécois n'avaient pas décidé qu'ils aimaient Mark Carney, là, on aurait pu avoir un gouvernement conservateur minoritaire à l'issue des dernières élections. Mais c'est aussi l'effondrement du NPD puis de tout le reste. En fait, on est revenu à un bipartisme au Canada, drôlement. Alors qu'au Québec, drôlement, à l'inverse, c'est hyper fragmenté actuellement. Il n'y a jamais eu autant de partis. Mais un bipartisme qui n'a pas vocation à durer pour toujours. Hein. On peut tout à fait concevoir une remontée du NPD lorsque les libéraux s'affaibliront un peu, ce qui devrait être arrivé. Hein. Les libéraux n'ont pas vocation, contrairement à ce qu'ils pensent eux-mêmes, à être les maîtres indéterminés puis pour toute l'humanité du Canada. Merci beaucoup, Georges Mercier. Toujours un plaisir. Merci. À demain.